Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Merci de nous rejoindre ce soir. J'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Dugény, qui est sport scientiste et qui travaille au club de basket de Strasbourg et qui du coup va nous partager ses connaissances sur la réathlétisation et le suivi de performances de sportifs. Je te laisse la parole, Alexandre. Bonsoir à tous et merci Fabrice. Donc je vais me présenter rapidement. Donc je m'appelle Alexandre Dugény, j'ai 26 ans. J'ai fait un parcours en STAPS avec une licence en entraînement sportif et suivi d'un master en entraînement et optimisation de la performance sportive. Et depuis quelques semaines, donc j'ai débuté une Intensif en partenariat avec Digitsol et la SIG Strasbourg, qui est un club de basket professionnel qui joue en première division française et qui joue également en Ligue des Champions. Vite fait mon cursus, donc j'ai longtemps travaillé dans le rugby avec des stages dans le haut niveau en tant que coach puis préparateur physique. Et donc j'attaque cette année ma 3e saison dans le basket professionnel avec une première saison au Limoges CSP et donc cette année ma 2e saison à la SIG Strasbourg. Donc voilà un petit peu et je suis ici pour vous présenter tout ce qui va être lié à l'utilisation des technologies pour maintenir les sportifs en forme, pour suivre leurs performances, mais également pour optimiser la période de réathlétisation donc, en cas de joueurs blessés. Donc, pour commencer un petit peu cette présentation, je vais essayer de contextualiser un petit peu les contraintes et toutes les caractéristiques qui font que le sportif de haut niveau peut varier dans sa performance et peut-être et des éléments qui peuvent altérer un petit peu son activité sur le terrain. Donc, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que un sportif va avoir une énorme pression, qu'elle soit individuelle ou collective, et c'est quelque chose qui va être difficilement quantifiable, mais qu'il faut avoir à l'esprit quand on suit des sportifs de haut niveau. Il y a également les résultats sportifs qui influencent énormément l'état de ce joueur professionnel. Il y a une charge de travail qui est également très importante, puisque on travaille globalement 7 jours sur 7, surtout quand il y a une compétition européenne. Et sans compétition européenne, on est aux alentours de 6 jours sur 7. Donc, cette charge de travail est très importante et il faut pouvoir gérer cette charge de travail pour que le basketteur soit, ou le sportif professionnel en général, soit assez performant. Il y a des facteurs comme la vie personnelle qui sont difficiles à gérer, mais qui vont avoir un impact non négligeable également. Il y a tout ce qui va être lié à la fatigue physique et la fatigue mentale, qui va être à prendre en compte. Il y a l'hygiène de vie, qu'on peut aussi appeler comme la préparation invisible, qui va être liée à tout ce qui est alimentation, suivi du sommeil, etc. Est-ce que ce joueur fait bien ses soins? Est-ce qu'il prend soin de son corps? Donc, c'est des choses vraiment clés. Et il y a une autre partie qui va être plus liée aux contraintes des championnats et qui sont les voyages. Est-ce qu'une équipe a besoin de beaucoup voyager pour jouer les matchs? Lorsqu'elle voyage en Coupe d'Europe, comment elle voyage? Est-ce qu'elle prend le bus? Est-ce qu'elle prend le minibus? Est-ce qu'elle prend l'avion? Quelle est la qualité des moyens de transport? Et quelle est la distance parcourue par ces joueurs-là? Si on va jouer en Russie ou si on va jouer en Belgique avec un départ, par exemple, de Strasbourg, c'est pas la même charge et cette charge, il faut également prendre en compte. Donc, avec un championnat donc, qui soit local, donc le championnat français ou européen, plus les différentes coupes qu'il peut y avoir, on peut être amené à jouer 69 matchs de compétition, 69 matchs officiels, donc sans compter les matchs de préparation, pour une trentaine de semaines de période compétitive. Donc, en fait, on se rend compte rapidement qu'il peut y avoir 2 à 3 matchs par semaine. Et cette charge de 2 à 3 matchs par semaine va être très importante et il va falloir gérer cette charge-là de travail au quotidien pour pouvoir leur permettre de participer déjà à ces 69 matchs et en plus de performer sur ces 69 matchs.
Donc, c'est quelque chose de très important, mais également de très délicat au vu de la quantité de facteurs qui sont à prendre en compte. Donc, voici un graphique qui va être un petit peu le fil rouge de ma présentation et qui va permettre de comprendre comment le travail physique effectué par un sportif, quelles conséquences vont être subies par le sportif et comment on peut essayer de le gérer. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que un sportif est caractérisé un peu par 3 catégories. Il y a son antécédent de blessure qui va nous permettre de connaître quels sont ses risques. Est-ce que c'est un sportif qui est souvent blessé? Pourquoi il est blessé? Est-ce qu'il y a une zone particulière où il est blessé? Donc ça, ce sont ces facteurs un peu à risque. Ensuite, on a ces paramètres qui sont modifiables. J'entends modifiable par l'entraînement. C'est-à-dire que ça va être toutes ces caractéristiques physiques, toutes ces qualités athlétiques liées à l'endurance, à la force, à la vitesse, tout ce qui va être composition de ces muscles, je parle de type de fibre, etc. Donc ça, c'est des paramètres qui vont être modifiables par l'entraînement, mais qui font partie de l'athlète. Et ensuite, il y a des paramètres non modifiables qui sont plus liés à son anatomie, comment il est construit, donc là, par rapport à ses gènes, à son genre, à son âge. Des joueurs plus âgés vont répondre de façon différente à l'entraînement. Donc, voilà un petit peu ces 3 grandes catégories qui vont caractériser un athlète. Cet athlète, lorsqu'on lui applique une charge d'entraînement, donc soit un entraînement physique ou un entraînement en préparation physique, j'entends, ou un entraînement sur le terrain, par exemple un entraînement de basket, il faut voir qu'il y a 2 effets à cet entraînement. Il y a les effets qu'on peut appeler positifs, qui sont liés à l'amélioration des qualités physiques, et il y a des effets que l'on va appeler négatifs, qui vont correspondre à la fatigue engendrée par cet entraînement. Alors attention, petite précision, la fatigue est dans ce schéma-là marquée comme un aspect négatif. Cependant, sans fatigue, il n'y a pas d'adaptation du corps. Donc, cette fatigue, même si elle est représentée comme négative par opposition à l'amélioration des qualités physiques, n'est pas si négative que ça. Et la fatigue est importante pour que l'athlète progresse. Et donc, cette fatigue et cette amélioration des capacités physiques de l'individu vont être à prendre en compte lorsque l'on va lui appliquer une nouvelle charge d'entraînement via la modification de ses caractéristiques en tant qu'individu. Un autre cas, lorsqu'on applique une charge d'entraînement, il va y avoir 2 possibilités. Soit le joueur n'est pas blessé, et à ce moment-là, il n'y a pas de modification des caractéristiques de l'individu, dans le sens antécédent de blessure. Soit il y a une blessure, et à ce moment-là, il faudra prendre en compte à nouveau que ce sportif s'est blessé, avec donc potentiellement un risque de surblessure, ou potentiellement une zone qui a été fragilisée due à cette blessure, et donc qui est à prendre en compte lorsqu'on va appliquer une nouvelle charge d'entraînement. Donc, au travers de ce modèle, on peut se poser la question de comment adapter le travail du sportif pour diminuer le risque de blessure. Donc, pour pouvoir contrôler un petit peu le travail qui est fait, il va falloir passer par l'utilisation d'indicateurs qui peuvent être donc de charge externe ou de charge interne. Les indicateurs de charge externe vont être un petit peu une mesure de la performance effectuée par le sportif. C'est-à-dire que ça va être des données telles que la distance, la vitesse, moyenne ou maximale, l'accélération, la quantité d'accélération, j'entends, le nombre de changements de direction, le nombre de sprints ou quelle vitesse maximale il atteint lors de ce sprint, le nombre de sauts ou le player load, qui est un indicateur de charge mécanique. Il y a également des indicateurs de charge interne qui sont à différencier des indicateurs de charge externe. Les indicateurs de charge interne correspondent aux adaptations de l'organisme à cette charge d'entraînement, à l'effort qui est fait. Donc, ça va être des analyses liées à la fréquence cardiaque, à la lactatémie, par exemple, ou d'autres un peu plus poussées comme l'analyse de la sueur. Il va y avoir également des éléments liés au subjectif,
tels que le wellness, donc c'est comment l'athlète se sent, lié au RPE, qui correspond à la notation de la difficulté perçue de l'entraînement par l'athlète. Et il y a d'autres indicateurs qui sont plus liés à la biomécanique, comme par exemple la raideur des membres inférieurs, que l'on appelle leg stiffness, ou par exemple à la mesure des angles de pronation-supination. Voilà. Il y a tout un éventail de paramètres biomécaniques que l'on peut utiliser. Tout ça dans le but de gérer un petit peu une balance entre sous-entraînement et surentraînement. Le surentraînement sera néfaste, le sous-entraînement sera autant néfaste. Donc en fait, il faut trouver un peu un juste milieu pour rester dans une zone où l'athlète peut performer. Et donc, au vu des différentes données que je vous ai présentées, il y a une notion qui est très importante et qu'il faut toujours garder en tête, c'est la notion d'objectivité des données qui sont récoltées, puisque, par exemple, pour des données de charge interne, lorsqu'on veut utiliser des questionnaires, en fait, on n'est jamais à l'abri que le sportif soit influencé soit par le groupe, soit influencé pour ne pas paraître fatigué, ou au contraire, il va dire qu'il est fatigué pour récupérer un peu du temps de repos. Donc en fait, il peut y avoir une analyse un peu biaisée, dans le sens où on n'est jamais sûr de ce que l'athlète ressent. Et donc du coup, ces données peuvent être très intéressantes, mais en utilisant des données objectives, comme pour la mesure de paramètres biomécaniques, ou des paramètres tels que la distance, l'accélération, en fait, on est sûr de ce qu'on mesure. L'athlète ne peut pas tricher sur ce type de valeurs, à l'inverse de données un peu subjectives. Donc voilà, c'est des notions un peu générales qu'il faut prendre en compte et que du coup, je vais vous présenter un petit peu ici pour les contextualiser. C'est-à-dire que nous, à la SIG Strasbourg, pour suivre au mieux les sportifs de haut niveau et pour leur permettre donc de réduire ce risque de blessure et de mesurer la quantité qu'ils font, d'anticiper la fatigue et donc derrière de gérer la planification des efforts, on utilise donc à la fois des données objectives et des données subjectives. En données objectives, on utilise des capteurs placés dans le dos et qui vont permettre de mesurer la quantité d'activité totale sur le terrain, avec une notion d'intensité, donc une notion de volume, de quantité. Et on utilise également des semelles connectées qui vont permettre de mesurer la biomécanique et de suivre la manière dont les athlètes bougent. Et donc de voir s'il y a des variations, de voir si potentiellement ils ont des gènes qui se retranscrivent au niveau de la biomécanique. Et au niveau des données subjectives, on utilise donc deux types de questionnaires. Un questionnaire avant l'entraînement qui permet de contextualiser un petit peu et de savoir dans quel état le sportif arrive avant de s'entraîner. Donc c'est composé de 4 questions qui sont comment as-tu dormi l'année dernière, comment tu te sens physiquement, comment tu te sens mentalement et quel est ton niveau de courbature, douleur et à quel endroit tu as ces douleurs. Et en fait, ça permet d'avoir vraiment une image globale et qui va permettre de savoir est-ce que cet athlète est prêt à s'entraîner, est-ce qu'il a des problèmes, par exemple mentalement, est-ce qu'il a des problèmes en dehors de la structure qui font qu'il va être distrait ou qu'au contraire il a mal récupéré, etc. Donc ça permet d'avoir des informations qui sont très intéressantes et qui sont accouplées forcément avec les données objectives. Ensuite, on a un questionnaire post-entraînement qui va permettre de renseigner sur la difficulté perçue de l'entraînement au niveau respiratoire et ensuite de la difficulté perçue de l'entraînement au niveau des jambes. C'est pour ceux qui connaissent un petit peu les méthodes RPE, etc. Donc en fait, c'est une méthode qui a été faite pour combler un petit peu les lacunes du RPE qui étaient beaucoup trop généralistes. Et donc cette méthode est utilisée sur une échelle non linéaire de 0 à 100 pour pouvoir être beaucoup plus précis sur les efforts qui sont perçus comme difficiles. Donc, c'est un petit peu compliqué au début, mais une fois qu'on a adopté ce mode de monitoring, on a des données qui sont vraiment très intéressantes. Donc, voilà un petit peu tous les éléments qu'on utilise aujourd'hui pour mesurer les efforts et mesurer les perceptions des sportifs. Pourquoi on s'est mis à suivre la biomécanique des sportifs de haut niveau? En fait, on est parti de la littérature scientifique, dans le sens où
on se rend compte que la biomécanique est un élément qui peut varier suite à des efforts physiques, et notamment à l'apparition de la fatigue. Donc en fait, et cette fatigue-là engendre des modifications donc, de la biomécanique qui est différente selon le type d'effort réalisé. Si on prend par exemple un type d'effort de type HIIT, donc qui correspond à High Intensity Interval Training, donc c'est globalement une succession d'efforts à haute intensité qui peut correspondre à l'activité basket, on se rend compte que la littérature rapporte donc une augmentation de la flexion du genou lors de la foulée, une diminution de la raideur des membres inférieurs, une diminution de la force, également au niveau des membres inférieurs, qui se traduit par une modification des amplitudes de la foulée. Et ces modifications des amplitudes, elle est générale puisque elle va concerner quasiment tous les degrés de liberté des membres inférieurs, dans le sens où il y a une diminution de l'amplitude de l'abduction et de l'adduction de hanche, une diminution de la flexion et l'extension de la hanche, une diminution de la rotation interne et externe de la hanche, et également une diminution de la flexion et de l'extension du genou. Donc en fait, ce type d'effort va, lorsque l'athlète va être fatigué, va être marqué par une grande modification de sa biomécanique. Et cette biomécanique-là, une fois qu'il y a ces altérations-là, ben, on peut se poser la question, est-ce que mon athlète n'a pas un risque de blessure supplémentaire, etc. Donc c'est pour ça qu'au final, suivre la biomécanique, c'est quelque chose de très intéressant. Si maintenant, on parle des efforts qui sont plus liés à l'endurance, ben, on se rend compte qu'il y a également énormément d'éléments qui sont altérés par cette fatigue liée à l'endurance, mais qui sont pour certains différents de ce qui a été mesuré lors d'efforts de type HIIT. Par exemple, on remarque une diminution de la force, donc on a également retrouvé sur le type d'effort HIIT, une augmentation de la pression lors de la pose du pied, une diminution du leg stiffness, donc qui correspond à la raideur des membres inférieurs, une diminution de l'accélération du tibia lors de la foulée, une baisse de l'oscillation du centre des masses, une baisse du temps de vol et également une baisse donc, du vertical ground reaction force qui correspond à la force de réaction au niveau du sol lors de la foulée. Donc au final, on peut se poser la question de est-ce que l'utilisation des paramètres biomécaniques n'est pas plus intéressante pour mesurer un effort plutôt que des paramètres classiques comme la distance, le player load ou toutes ces valeurs qui vont renseigner sur une quantité mais pas sur l'impact réel de la séance qui a été faite sur les sportifs. Donc ça, c'est quelque chose qui va vraiment être la clé des prochaines années sur la compréhension des sportifs à l'effort et qui vont être un peu une guerre technologique pour savoir quel paramètre va être le plus intéressant pour connaître le niveau de fatigue des sportifs et ainsi leur permettre d'adapter un petit peu la planification derrière. Tout ça dans le but, bien sûr, de les mettre dans les meilleures conditions pour performer le jour du match. Donc là, je vais vous présenter différentes mesures que j'ai pu faire auprès d'un basketteur de haut niveau, donc sur la saison 2020-2021. Et en fait, on était dans le cas d'un sportif qui était ce qu'on peut appeler un peu un robot, c'est-à-dire qu'il était il était très précis sur comment il se déplaçait, sur sa biomécanique de tir, par exemple. C'est un joueur qui était très adroit et qui avait besoin de sentir son corps bien pour pouvoir bien shooter. Et en fait, il me faisait des retours après chaque analyse de la biomécanique qu'on pouvait faire, donc sur les tests de marche et de course avant les entraînements. Et donc, il me donnait un petit peu ses sensations. Et après, il réalisait ce test. Et en fait, ce que je remarquais, c'est que quand il se sentait pas super bien, un petit peu fatigué, un petit peu douloureux ou pas en forme, et en fait, il avait un ratio de propulsion donc qui correspond à l'implication des fléchisseurs de hanche et des fléchisseurs plantaires lors de la marche. En fait, on se rend compte qu'il avait un déséquilibre dans le sens où il utilisait beaucoup plus ses fléchisseurs de hanche par rapport à ses mollets. Et à l'inverse, lors d'entraînement ou de journées où il se sentait plutôt bien, on se rend compte qu'il avait, comme vous pouvez voir tout à droite, un ratio de propulsion qui était
parfaitement équilibré entre ses fléchisseurs de hanche et ses mollets. À l'inverse, euh, pas forcément l'inverse, mais dans d'autres situations où il se sentait relativement bien, mais qu'il n'était pas au top de sa forme, on voyait que sur certaines jambes, et notamment sa jambe droite, c'était celle qui ressortait le plus souvent, il y avait un déséquilibre contrairement à la jambe gauche. Donc, pour ce joueur-là, est-ce que au final, c'est pas ce type d'information qui est le meilleur indicateur pour suivre son niveau de forme? Et avec ce type de données objectives, en fait, l'athlète ne peut pas tricher. Donc, c'est vraiment ça qui est super intéressant. Et donc, ce joueur-là, en fait, j'étais capable d'anticiper les résultats qu'il allait avoir sur le test biomécanique avec sa sensation et sa motivation d'avant l'entraînement, en fait. Donc, c'est vraiment très intéressant et ça permet d'offrir des perspectives qui sont encore plus intéressantes. Un petit peu une autre étude de cas, donc sur la saison 2020-2021, et donc toujours sur ce suivi biomécanique. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des paramètres qui peuvent changer durant la saison, et notamment sur ce type de suivi longitudinal que j'ai pu faire. Et notamment ici, lors d'un test, on se rend compte que l'angle de pose du talon de ce joueur, uniquement de son pied gauche, a énormément diminué. Et on peut se poser la question, est-ce que ce joueur a reçu un coup Est-ce que ce joueur se sentait pas très bien physiquement? Est-ce qu'il avait une gêne? Est-ce qu'il était fatigué? En fait, le fait de voir des variations biomécaniques peut permettre d'anticiper, par exemple, des traitements ou d'anticiper avant l'entraînement, dire il a modifié quelque chose dans la façon dont il se déplace. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas essayer de l'aménager, par exemple? Donc, c'est des vraies questions qu'on peut se poser juste au travers de quelques secondes de marche au final. Donc, ça offre des perspectives qui sont vraiment énormes. Par exemple, ici, pour la clearance, on voit que sur un seul pied, donc sur le pied droit également, sur une semaine, il y a eu une énorme modification qui est revenue à la normale la fois d'après. Donc, pareil, cette fois-ci, est-ce que le joueur est gêné? Est-ce que potentiellement il s'est un peu tordu la cheville, ce qui est un peu la blessure très fréquente dans le basket? Et donc, est-ce que derrière, on ne peut pas essayer d'aménager un petit peu son entraînement pour optimiser sa récupération? Et donc, pareil, hein, vous voyez ici une modification de l'angle d'attaque. Donc, ce type de modification doit être à prendre en compte et doit servir de base un petit peu au travail d'adaptation du sportif. Toujours sur quelle quantité de charge de travail on lui met pour que les effets positifs de l'entraînement soient optimisés et que les effets négatifs, donc la quantité de fatigue créée, soit le minimum possible. Surtout dans ce cas-là où on est sur un sportif qui a modifié sa biomécanique. Donc, il y a un impact derrière qui est physique, qui est non négligeable. Donc maintenant, pour continuer cette présentation, je vais vous parler donc de cette partie un peu réathlétisation et comment optimiser cette phase-là avec notamment ces semelles connectées pour avoir des indicateurs beaucoup plus précis sur la biomécanique. Donc, l'objectif, quand on suit des sportifs, donc c'est durant cette phase de pré-saison, cette phase de pré-saison, pour le staff physique, elle est là pour tout ce qui est développement. Mais avant même de pouvoir développer, il y a toute une phase de test qui va permettre de créer une carte d'identité un petit peu. Quelles zones sont déficitaires chez ce sportif-là, etc. Et donc, ce qui est intéressant de faire, c'est également de créer une carte d'identité biomécanique qui va servir de référence pour toute la saison du sportif. Le but, c'est d'en faire un au tout début de la saison quand le sportif arrive, dans l'idéal,
et un à la fin de la pré-saison, pour voir si le développement musculaire de l'individu a pu modifier un petit peu cette biomécanique. Et à partir de ces deux tests-là, on peut avoir une référence. Et cette référence-là, lorsqu'on a un sportif qui est blessé et qui rentre en phase de réathlétisation, va être de pouvoir euh, ben, valider ou non ces étapes de réathlétisation. Est-ce que déjà la blessure a modifié la biomécanique? Est-ce que lorsque l'on va faire le processus de réathlétisation, est-ce que le sportif va pouvoir retrouver les paramètres initiaux qu'il avait en début de saison? Est-ce que lors des différentes phases de réathlétisation, on est capable de voir des modifications de cette biomécanique qui va pouvoir valider un petit peu chaque étape de la réathlétisation jusqu'à son retour sur le terrain? Donc ça, c'est des éléments qui vont être essentiels puisque si on soigne un sportif, mais qu'on n'a pas corrigé la biomécanique qui a été modifiée au travers de sa blessure, et ben en fait, derrière, lorsqu'il va reprendre l'activité sur le terrain, avec une biomécanique qui est différente de celle qu'il avait l'habitude d'avoir, ben, est-ce qu'on ne reprend pas également un risque de surblessure ou de nouvelles blessures liées à ces modifications-là? Donc l'objectif, c'est de pouvoir valider les processus de réathlétisation avec les tests initiaux qui ont constitué un peu sa carte d'identité biomécanique. Donc voilà un petit peu les perspectives qu'on peut mettre en place et qui sont essentielles si vraiment on veut tenter de réduire au maximum le risque de blessure et d'optimiser la performance du sportif, notamment quand il va revenir sur le terrain. Donc voilà, pour vous détailler un petit peu ces perspectives avec toutes ces nouvelles technologies, globalement, ce qu'on pourrait s'imaginer dans les années à venir, c'est d'avoir un indicateur, une sorte de feu rouge, feu vert, sur la poursuite ou la participation de l'athlète à l'entraînement, ou non, en cas de feu rouge, directement lié à un petit test de marche avant l'entraînement, en fait. Est-ce que ces paramètres biomécaniques sont conformes à ce qu'il a l'habitude de faire et s'il y a une modification, se parler avec le staff et évaluer le risque ou non de la survenue d'une blessure, par exemple. On pourrait également avoir donc un indicateur sur le fait que le joueur est prêt à s'entraîner ou non. On peut mieux connaître l'impact d'une séance d'entraînement. Donc, s'il y a une modification, par exemple, de la biomécanique après un entraînement ou pendant un entraînement, on peut s'imaginer peut-être que ce sportif-là, on peut lui laisser plus de récupération avant la séance du lendemain ou même de l'après-midi, en cas d'entraînement bicotidien. On peut s'imaginer un score de fatigue biomécanique qui, à la limite, serait quelque chose de beaucoup plus précis. On peut également s'imaginer le fait que on mesure plus l'activité d'un sportif en termes de distance parcourue, mais en termes d'évolution biomécanique, par exemple. Donc là, après, on parle un peu plus dans le futur encore, mais c'est des choses qui pour uniquement la gestion de la fatigue, hein, je ne parle pas forcément de la performance, parce que la performance se mesurera toujours avec des données physiques qui sont parlant au préparateur physique, au coach. Mais par exemple, pour avoir un suivi de la fatigue ou un suivi de l'état de forme, passer plus par ce type de valeur-là plutôt que par la performance réellement faite sur le terrain. Donc globalement, pour en arriver là, il y a quand même de nombreuses étapes avant à faire pour tout ce qui va concerner la recherche de paramètres biomécaniques qui seront plus précis pour mesurer les efforts. Et cela passe notamment du coup par la TestCIFR que je suis en train de faire avec donc DigitSoul et la SIG Strasbourg et qui a comme thème donc l'apport des centrales inertielles innovantes dans l'aide à la prédiction des blessures, avec notamment l'utilisation donc de paramètres biomécaniques liés à l'intelligence artificielle pour pouvoir créer ce score de fatigue et permettre d'anticiper l'apparition des blessures qui sont un vrai frein à la performance, notamment dans le basket où les effectifs sont extrêmement réduits. Donc, je vous ai mis dans cette présentation un petit peu la bibliographie qui va vous aider si vous suivez une équipe sportive, à comprendre quels sont
les nouveaux indicateurs ou les indicateurs utilisés actuellement pour suivre ces sportifs. Et voilà, donc c'est pour moi des articles qui sont extrêmement intéressants et qui peuvent vous aider au quotidien, donc dans les équipes ou les sportifs que vous suivez. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je suis disponible si vous avez des questions, etc. Sentez-vous libre, je suis là pour ça. Merci Alexandre. C'est très intéressant. C'est encore une autre manière d'utiliser Podosmart. Je sais que tu m'avais parlé, on sait quand même de temps en temps, d'un joueur qui était justement qui est en début de saison, qui se blessait souvent par rapport au bilan qui a été fait avec les semaines connectées, ça a permis de comprendre certaines choses et puis en tout cas, je m'en souviens avoir vu un petit peu les analyses et de comprendre la dissymétrie qu'il avait des deux côtés et ça, je pense, permis en partie une explication à ces différentes blessures qu'il avait au cours des dernières saisons, quoi. C'est ça? Bien sûr, exactement. En fait, on est dans le cas d'un sportif qui se blesse souvent, qui est très irrégulier. Et en fait, lors des tests de pré-saison, on s'est rendu compte qu'il avait une instabilité de la cheville et une irrégularité dans ses mouvements qui fait qu'il est, en fait, il est sujet aux blessures plus. Il n'est pas capable de gérer un. En fait, le moindre caillou qu'il va y avoir sous sa chaussure peut lui provoquer une entorse, en fait. Et cette instabilité-là a des répercussions sur tous ses membres inférieurs. Donc, on est sur un joueur qu'il faut manager au quotidien du fait de ce risque accru de blessure. Tout à fait. Donc, ça a permis de mettre en avant un petit peu ces problèmes et puis après de les suivre dans l'évolution de la réathlétisation qui lui a été proposée. Exactement. Exactement. Et puis au final, le jour où il est revenu sur le terrain, le but a été de voir est-ce que le travail qui a été fait a permis de modifier certains paramètres. On s'est rendu compte que ça avait modifié un petit peu certaines choses. C'était quand même relativement léger, mais au moins on est au courant que ce joueur-là, juste de par de la façon dont il se déplace, est beaucoup plus à risque. Et dans le schéma qui a été un peu le fil rouge de cette présentation, on voit que les blessures, les antécédents de blessures de ce sportif-là sont à prendre en compte dans la quantité de travail qu'on va pouvoir lui demander et dans la façon dont on va le faire travailler. Donc, il y a tout l'interrogatoire qui fait avant qui est important pour comprendre un petit peu tout ça. Et puis, ça vient en complémentarité de tout ce qui est, de tous les examens et de tout ce qu'on sait de lui aussi auparavant, quoi. Exactement. Et est-ce que vous en servez aussi comme tu parlais tout à l'heure que chacun en avait sa propre manière de marcher, de courir. Du coup, est-ce que cette image un peu de la marche et de la course, on peut s'en servir si le sportif va se blesser au cours de la saison pour savoir vers quoi on peut retourner en termes de valeur biomécanique et du coup de se dire au début de l'année, s'il n'a pas de pathologie, on va considérer qu'il est entre guillemets, il est sain et du coup on saura vers quoi retourner si en cours d'année il se blesse pour une raison X ou Y. Ça peut être des fois c'est pas lié à son comportement, ça peut être des chocs ou des choses comme ça. Donc ça permet. Est-ce que cette image vous en servez aussi par rapport à ça? Oui, bien sûr. Et ce que tu as dit sur les blessures, c'est-à-dire qu'il faut différencier un peu de types de blessures. Il y a les blessures qui sont liées à des faits de jeu, à des contacts, etc., où là-dessus, malheureusement, on n'aura pas beaucoup de pouvoir. Mais il y a des blessures qui sont liées à des surutilisations ou des sous-utilisations, à l'inverse. Mais tout ce type de blessure, théoriquement, pourrait être anticipé. Et en fait, quand on considère que quand les sportifs arrivent en pré-saison, globalement, s'ils ont passé les tests médicaux, c'est qu'ils ne sont pas blessés, ou sinon on est un peu au courant s'ils ont des petites gènes ou des pathologies un peu récurrentes. Et donc l'objectif, c'est que à ce moment-là, lorsqu'on va faire des tests sur ces sportifs-là, ils ne sont pas altérés par une fatigue un peu aiguë ou une fatigue chronique, puisqu'ils viennent d'une période de repos, globalement. Et donc on considère que ces paramètres-là sont théoriquement, ça reste de la théorie, mais sont théoriquement ces paramètres de base. Et c'est pour ça, donc, ces paramètres-là vont constituer sa carte d'identité biomécanique qui va, lors d'une blessure,
permettre d'essayer de se rapprocher de ces paramètres-là si on voit que la blessure a modifié la façon dont le sportif se déplace. Très intéressant. Écoute, je ne sais pas s'il y a d'autres, il y a des questions que les participants veulent poser. Je pense que tu peux être là encore pendant quelques minutes, mais en tout cas, c'est effectivement intéressant l'autre manière d'utiliser Podosmart et puis ta vision par rapport à ça. Est-ce que tu considères que l'utilisation de cette technologie-là, que ce soit Podosmart ou en tout cas des centrales inertielles globalement, permet aux joueurs de moins se blesser? Oui, bien sûr. En fait, ça, c'est un chiffre qu'on a eu l'année dernière et qu'on a calculé. En fait, à la SIG Strasbourg, globalement, il y avait une indisponibilité des joueurs qui était assez importante, qui était au-dessus des 24% sur les 5 dernières années, avant que du coup qu'on arrive et qu'on mette en place cette cellule performance. On a décidé de suivre les sportifs vraiment au quotidien et de façon très poussée. Et la saison dernière, donc, on a été avec un taux d'indisponibilité des joueurs à moins de 10%. Donc, en étant la 3e meilleure équipe du championnat sur le taux d'indisponibilité. Donc, en fait, on se rend compte qu'il y a eu une grosse modification de cette indisponibilité des joueurs. Donc, c'est quand même assez encourageant et ça sera confirmé pour les prochaines années. Mais c'est quand même très encourageant et ça offre de belles perspectives. Parce que s'ils sont plus disponibles et qu'ils se blessent moins, du coup, ils progressent beaucoup plus facilement et ils ont encore un meilleur niveau au fur et à mesure des années. Exactement. Et au-delà de l'aspect financier, sur la performance, souvent auquel on ne pense pas, mais quand on a un collectif de 10 joueurs professionnels, par exemple, lorsqu'il y en a un qui se blesse, en fait, c'est tout le fonctionnement de l'équipe qui change. Et si on fait appel à un pigiste médical, en fait, il faut intégrer ce nouveau joueur qui apporte un peu sa pierre à l'édifice, mais le temps que ce joueur s'intègre globalement à l'équipe, il va y avoir toute une période de latence où l'équipe va fonctionner moins bien que ce qu'elle fonctionnait avant. Donc en fait, il y a un impact sur la performance qui est non négligeable. Et la performance collective, bien sûr. Donc c'est un vrai facteur de performance. Et notamment au basket, où, comme je l'ai dit, il peut y avoir des équipes à 8 ou 9 professionnels, 10 ou 14 pour les plus gros clubs qui jouent en Euroleague en France. Mais globalement, si on blesse un joueur, c'est 10% de l'équipe. Alors que si on est sur des sports comme au rugby, au football, où il y a des effectifs qui sont bien plus larges, on peut plus facilement compenser un peu cette blessure. Alors qu'au basket, on n'a pas forcément le droit à l'erreur, surtout si c'est un joueur du 5 majeur qui est blessé. Donc, et puis plus il y en a qui se blessent, plus les autres vont être sollicités et plus ils risquent de se blesser derrière. C'est un cercle vicieux. C'est un vrai cercle vicieux, exactement. Écoute, en tout cas, les chiffres, moi je suis assez cartésien et c'est vrai que les chiffres parlent d'eux-mêmes en fait. Oui, complètement. Merci beaucoup Alexandre pour cette soirée. Merci à toi et merci à tout le monde d'avoir écouté. Et puis, s'il y a des questions, n'hésitez pas soit à nous contacter, vous pouvez aller sur le site de Digitsol ou mon adresse mail c'est f.millet@digitsol.com. Passez une bonne soirée. Bonne soirée Alexandre, merci encore. Bonne soirée à tous. À bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir.